nous sommes le dernier jour du Salon des maires et des collectivités locales ici à Paris, sur le stand de la FNCCR pour l'émission Écho des territoires. Et ce matin, nous recevons Philippe Auvray et Frédéric Martin. Vous êtes respectivement directeur général adjoint de GRDF et vice-président de la FNCCR, président de Territoire d'énergie de l'Orne. Et on va aborder un sujet important pour la France en général, on va dire, mais en particulier pour vous, qui est celui des gaz verts. Et on va commencer avec vous, Frédéric Martin, si vous le voulez bien. Peut-être pour d'abord rappeler qu'est-ce que c'est que ces gaz verts et surtout quel bilan on peut faire, je crois, 10 ans après les premiers méthaniseurs qui ont vu le jour sur le territoire français. Oui, merci Stéphane. Oui, l'aventure des gaz verts a démarré il y a une dizaine d'années lorsque les autorités concédantes nous ont demandé de verdir la molécule qui transitait dans les réseaux de distribution qui leur appartiennent. En France, on a mis en place au niveau législatif ce qu'on appelle le droit à l'injection, qui a permis de structurer et organiser le raccordement des installations, notamment agricoles dans un premier temps, au réseau de distribution gazier et de transport, puisque ça touche tous les réseaux de gaz. Le développement s'est fait, j'allais dire, de manière tout à fait lente sur les 5 premières années, puisque le législateur avait imposé qu'il n'y ait pas de concurrence entre l'alimentaire et la partie énergétique. Et puis sur les 5 dernières années, j'allais dire, la machine s'est mise en route. Et puis sur l'ensemble des territoires, s'est développé de nombreux projets. Aujourd'hui, on en compte à peu près 650. Et en termes de puissance installée, c'est l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. Donc voilà, les petites rivières font les grandes sources. Et puis ça amène une vraie valeur ajoutée sur les territoires, puisque la première motivation des agriculteurs n'est pas la production de gaz, mais la récupération de leur digestat pour remplacer les engrais chimiques dont ils sont tellement dépendants malheureusement dans l'agriculture. Philippe Auvray, comment vous avez vécu, vous, cette progression lente, effectivement, comme dit Frédéric Martin, de l'injection du biogaz dans les réseaux, sachant qu'auparavant, il y avait déjà des méthaniseurs, mais qui faisaient plutôt de la cogénération pour injecter sur les réseaux électriques. Donc là, on est dans un tout autre schéma. Comment vous, au niveau FNCCR, sur les territoires, vous voyez ça comme un atout ? Alors c'est un atout, effectivement, mais moi je suis aussi président d'un petit secteur rural, le département de l'Orne, et c'est une opportunité extraordinaire pour nos agriculteurs, notamment un développement économique pour eux qui est relativement intéressant. Et j'ai vécu l'aventure. Tout simplement pour comprendre comment ça fonctionne, il suffit de mettre les mains, j'ai tendance à dire, dans le cambouis. Donc je suis partenaire d'un groupe d'agriculteurs et on monte depuis déjà 4-5 ans un dossier pour avoir un très gros méthaniseur qui va injecter dans le réseau. Pourquoi je dis compliqué? Tout simplement qu'il y a l'accessibilité des citoyens et moi, mes différents dossiers méthaniseurs sont en recours. Si ce n'est que pour ceux qui fonctionnent, c'est vraiment superbe. Très bien. Alors, il y a l'acceptabilité des citoyens et puis il y a parfois aussi des petites discussions au niveau national sur qu'est-ce qu'on va faire du gaz. Il y a pas mal de contraintes réglementaires autour, vous l'avez évoqué, c'est quand même dans un cadre légal très, très clair. On va faire une petite parenthèse quand même sur une discussion qui a eu lieu il y a quelques temps sur la potentielle interdiction des chaudières gaz. On sait qu'il y a une interdiction des véhicules thermiques qui se profile. Est-ce qu'on ne confond pas la molécule et l'objet qui utilise la molécule finalement, parce qu'on pourrait très bien avoir des chaudières qui tournent au biogaz à long terme. Alors peut-être un petit mot là-dessus, parce que je crois que c'est quelque chose qui vous touche particulièrement. Oui, bien sûr. De toute façon, le gaz vert va alimenter sans problème les chaudières gaz, notamment, j'aime bien les chaudières gaz à condensation murale, avec une ventouse, un outil extraordinaire, performant, innovant et économique. Quoi qu'on dise, c'est très économique de chauffer une maison en gaz. Donc, mais tous les matins, lorsqu'on se lève, on apprend une nouvelle. Là, on se lève, le périphérique, ils vont le mettre à 50 à l'heure. L'autre jour, c'était l'interdiction des chaudières à gaz. Et demain, on nous interdit quoi? Je sais pas, vous avez une réponse peut-être? Bon, en tout cas, en l'occurrence, pour l'instant, c'est entre parenthèses cette idée. Elle a été gentiment repoussée. Ça a été dit, ça a été écrit, mais apparemment c'est plus ou moins remis en cause quand même. Et on ne va pas interdire les chaudières gaz du jour au lendemain. Mais par contre, il y a des moyens financiers incitatifs qu'on est en train de supprimer. Mais je pense que la filière va s'organiser. Une chaudière gaz, ça vaut pas cher, c'est performant, c'est innovant. Et je pense que ça a encore de l'avenir. Bon. On verra ça peut-être plus tard. On va revenir sur nos biogaz et nos gaz verts. Frédéric Martin, donc c'est très réglementé. Tout de même, vous avez parlé d'un droit à l'injection. C'est quelque chose qui est instauré par le droit législatif. Et il y a encore des évolutions qui viennent, notamment pour ce qu'on appelle les CPB, les certificats de production biogaz. C'est ça. À quoi ça va servir? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est et quel avantage ça va donner peut-être à cette filière?
Alors, pour revenir avant de parler sur les CPB, le dispositif de droit à l'injection a quand même bien évolué. Et comme on cherche à avoir une filière d'excellence, les textes qui sont discutés avec le gouvernement permettent de rendre la filière résiliente. Je donne les derniers exemples. La première, c'est l'adaptation des tarifs de rachat sur lequel il y a une formule d'indexation qui est maintenant beaucoup plus représentative des coûts, puisque la guerre ukrainienne a montré qu'on pouvait avoir malheureusement des effets géopolitiques importants. Il était important d'avoir une filière qui soit fiable dans le temps et qui ne mette pas en risque les exploitations agricoles. La deuxième évolution date de très peu, puisqu'on est en train de demander la possibilité de faire moduler la production annuelle en fonction des arrivages de déchets agricoles. Et ce sont des choses qui arrivent. Alors maintenant, effectivement, vous l'indiquez, il y a un texte qui arrive aujourd'hui, ce qu'on appelle les CPB, les certificats de production de biométhane, où on passe d'un dispositif qui était budgétaire, où c'était le contribuable qui payait l'écart entre le gaz fossile, le prix du gaz fossile et le prix du gaz vert, à un dispositif de marché où les fournisseurs d'énergie qui vendent aux consommateurs du gaz ou aux entreprises, avec une obligation d'incorporer dans le gaz qu'ils vendent une quote-part de gaz vert. Comme on sait qu'en 2050, 100% des molécules qui transitera dans les réseaux d'infrastructures gaz seront verts, eh bien l'idée, c'était de dire, pour permettre une adaptation progressive au niveau des consommateurs, on impose un pourcentage progressif et systématiquement montant qui permet de créer de la demande. Et donc les fournisseurs, en contrepartie de cette obligation, vont aller chercher des demandes auprès des agriculteurs, auprès des collectivités, puisque je rappelle que les collectivités sont aussi des producteurs par le biais des stations d'épuration, par le biais de la collecte de leurs biodéchets, et puis par aussi tout ce qui arrive avec les nouveaux gaz, mais on en reparlera, je pense, tout à l'heure. Oui, on va en reparler dans un instant, mais jusqu'à quel niveau de taux d'incorporation on peut imaginer faire booster le biogaz? La ministre était là il y a 2 jours, elle a fait une petite conférence, elle a parlé de beaucoup de choses. Elle a semblé dire qu'on ne pouvait pas monter très haut. Alors, elle n'a pas vraiment donné de chiffres, mais de votre point de vue à vous, jusqu'où on pourrait aller? Alors, comment dirais-je, l'objectif qui a été fixé par la Première ministre aujourd'hui, c'est de faire x5 d'ici 2030. Donc, parce qu'on a dépassé nos objectifs qui étaient fixés à 2028. Donc on est la seule filière à avoir atteint nos objectifs. Donc là, on nous donne un objectif encore plus ambitieux à 2030. Donc là, c'est le x5. Et on est toujours dans la discussion de savoir jusqu'où on peut monter. Alors, il y a plusieurs types de gaz. La première génération, qui est la méthanisation, c'est-à-dire la dégradation biologique de la matière organique. On est à peu près tous d'accord sur l'ensemble des études pour dire que ça représente à peu près 140 TWh. Bon, et ensuite, il y a d'autres technologies qui permettent de traiter d'autres intrants. Je l'indiquais tout à l'heure, ce qu'on appelle le bois B, le bois qu'on met en déchetterie, les connexes de scierie, par exemple, mais également les plastiques durs de voitures, les pneus, etc., par d'autres dispositifs de type pyrogasification ou gasification hydrothermale. Et donc, plusieurs études ont montré qu'on avait le premier potentiel d'Europe sur l'ensemble de ces déchets. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la mise en valeur de ces déchets permet à la France de couvrir à terme l'ensemble de ses besoins. Donc on n'a pas de problématique court terme. Notre vraie problématique, c'est qu'on court avec une pendule qui va de plus en plus vite. On a un rendez-vous en 2030 et on est toujours en France à parler du concept, à chercher, à se projeter. Mais aujourd'hui, on est dans une problématique très pragmatique. Il faut qu'on soit au rendez-vous en 2030. Donc aujourd'hui, nous, on ne se pose pas trop la question de savoir si on va être au rendez-vous en 2050. Notre objectif en ensemble de la filière et avec les collectivités sur le terrain, c'est d'être au rendez-vous en 2030. Donc on n'a vraiment pas de problématique avant facilement 15-20 ans. Et alors ces nouvelles technologies que vous évoquez, comme la pyrogazéification, il y a aussi de l'hydrogazéification, je crois, et on parle beaucoup d'hydrogène. Est-ce que, Philippe Auvray, vous, ce sont des sujets que vous suivez un petit peu? Parce qu'effectivement, il y a besoin d'expérimentation, je suppose, certainement des démonstrateurs industriels qui doivent se mettre en place. Comment vous voyez en fait cet avenir, vous, des gaz verts, dans leur diversité, j'allais dire, et dans la diversité des territoires aussi, finalement, parce que tout le monde n'a peut-être pas accès au même type de ressources. Oui, bien sûr, on suit ces nouvelles technologies, mais si on va aller vite, comme le dit Frédéric, il faut déjà pérenniser tout ce qu'on fait au niveau de nos méthaniseurs. Moi, sur mon département, petit département, il y a déjà 15 méthaniseurs qui sont en fonctionnement, il y en a 7 en gestation. Nous sommes déjà un département où on produit plus de gaz qu'on en consomme. Et il faut l'accepter. En zone rurale, on doit accepter les outils industriels qui vont alimenter les territoires urbains. Et donc là, nous l'avons bien compris. Et moi, j'espère que ça sera beaucoup plus souple et beaucoup plus rapide pour pouvoir mettre en service rapidement nos méthaniseurs.
Petite question technique, hein. On ne l'avait pas prévu, mais elle me vient à l'esprit. Je sais que vous travaillez notamment sur des systèmes de rebours pour que le gaz, effectivement, comme vous disiez, si vous en produisez plus que vous consommez, à un moment donné, il faut que ce gaz aille bien quelque part. C'est des choses sur lesquelles vous avez bien avancé, je crois. Ah, on a plus qu'avancé, puisqu'il y a aujourd'hui des rebours, ce qu'on appelle des... Ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux gaz permettent de stocker de l'énergie tout au long de l'année. Contrairement à, j'allais dire, à l'électricité, on peut produire avec les gaz verts du gaz toute l'année, même quand on n'en a pas besoin. Et ça permet de le stocker. La France a l'avantage d'avoir une infrastructure de distribution, de transport et de stockage qui lui permet d'accumuler en été pour l'hiver quand il y a cette pointe de puissance nécessitée par notamment les baisses de température. Et donc l'intérêt des infrastructures gaz, c'est que sans investissement massif complémentaire, on est capable de valoriser l'ensemble de nos déchets, qu'ils soient agricoles, qu'ils soient, du bois, qu'ils soient du plastique, etc., pour produire toute l'année, donc on continue, ce gaz qu'on injecte dans les réseaux. Sauf que quand la demande n'est pas là, on la remonte dans les stockages qui sont situés sur le territoire français et on redélivre ce gaz en période hivernale quand il y a besoin. Voilà. Bon, je trouve un sujet passionnant, hein, parce qu'on parle aussi beaucoup d'hydrogène qui pourrait, alors soit directement, mais dans des proportions relativement pas très grandes, être injecté dans le réseau gaz, ou une molécule d'hydrogène retransformée en méthane pour de nouveau bénéficier de ce stockage que vous évoquez à l'instant. Est-ce que ce sont des choses aussi sur lesquelles vous, de votre côté, vous travaillez un petit peu ? L'hydrogène fait partie des gaz verts, voilà. Et c'est bien l'objectif de la filière, c'est-à-dire d'offrir au territoire toute la palette offerte par les technologies des gaz verts. Sur un territoire, on a une diversité d'intrants, donc de ressources, et on a une diversité de besoins. Philippe en parlait, dans les territoires agricoles, on a plutôt, des déchets agricoles, et on a plutôt une attente sur de la mobilité. Donc c'est une demande qui est plus sur ce sujet-là. Quand on se rapproche des territoires urbains, on retrouve beaucoup plus des déchets qui sont du bois bais ou des plastiques, et là on a plus un besoin de chauffer dans les bâtiments, là où malheureusement, on va devoir faire encore beaucoup de consommation. Et donc la capacité à pouvoir répondre de manière locale à des besoins propres d'usage, mais avec des ressources qui sont différentes, c'est toute la force de cette filière. Très bien. Est-ce qu'un petit mot sur l'hydrogène, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse ? Bien sûr, bien sûr. Et tous les territoires d'énergie notamment, on ne peut que suivre toutes ces nouvelles technologies. Après, l'hydrogène, c'est quelque chose de compliqué. Il ne faut pas griller les étapes, hein. Donc, progressivement, on verra de l'hydrogène notamment venir dans les réseaux à un certain pourcentage. Tu peux reprendre, Frédéric ? Oui, parce que donc, les autorités concédantes nous ont demandé de tester pour voir si nos réseaux étaient compatibles à l'hydrogène. Et donc, on a mené un certain nombre d'expérimentations. On a montré que nos réseaux étaient compatibles à 96%. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de refaire des investissements parce que, on en parle très souvent d'innovation technologique, mais ce qu'on oublie trop souvent de parler, c'est le consommateur qui paye ses factures. Et l'avantage de ces installations, et les autorités concédantes sont très à cheval sur le sujet parce que c'est un patrimoine qui appartient aux collectivités locales, nous ont demandé de vérifier que le réseau était bien compatible pour l'avenir. Et donc le réseau est compatible à 96%. On a mené des expérimentations qui ont permis de démontrer qu'on pouvait mixer de l'hydrogène dans les réseaux gaz jusqu'à hauteur de 30%, mais on peut aussi transporter de l'hydrogène à 100%. Voilà, donc on a aujourd'hui, dès à présent, les outils pour l'avenir. Maintenant, la problématique, c'est une problématique économique, comme le disait Philippe. Il est moins cher aujourd'hui d'aller récupérer du gaz par le biais d'un méthaniseur que d'aller chercher de l'hydrogène, parce qu'on sait que le prix de l'électricité va fortement croître dans les prochaines années. Et donc, à ce stade aujourd'hui, il est plus intéressant d'abord de travailler sur la première génération de gaz vert, puis la deuxième. Mais on peut avoir des besoins, notamment dans la mobilité en hydrogène, et c'est toutes ces solutions-là qu'on offre au territoire. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir participé à cette émission. Un petit mot ? Un petit point pour compléter, la FNCCR via France Urbaine et GRDF, nous avons signé un nouveau contrat de concession où on fait la part belle au gaz vert. Et donc GRDF nous accompagne forcément d'un point de vue technique et financier. On incite les différentes autorités organisatrices de distribution du gaz à accueillir des méthaniseurs sur leur secteur, sur leur réseau, et on a un bonus financier de la part de GRDF. Forcément, ce bonus financier nous permet d'aider nos agriculteurs à raccorder leurs méthaniseurs sur le réseau GRDF. Bon, je vois que vous êtes bien partis pour travailler ensemble pendant de longues années. Donc, je vous remercie de nouveau, Frédéric Martin et Philippe Auvray. Et bonne journée. Et nous, on se retrouve plus tard pour une autre émission. À bientôt. Merci Stéphane.